grogne de la part de la profession qui ont trouvé que je manquais de politesse. Or, je rappelais tout simplement des choses qui sont fondamentales. Cet article a éclaté partout. Nous avons eu des lettres de tous les pays. Nous avons eu ensuite les visites de tout le monde qui venait voir le dénommé Corbusier. J'avais parfois peine de me dire que c'était moi qui étais le type en question. C'est en 1922 que pour la première fois j'ai fait une maison pour un monsieur et une dame qui avaient lu ces articles de l'Esprit Nouveau. J'étais des petits rentiers, ils m'ont demandé de leur faire leur maison en Vaucresson. Je l'ai faite, ils étaient gentils comme tout. Et voulez-vous une histoire comique? La semaine dernière, j'ai reçu une lettre avec une écriture un peu faible, un petit peu hésitante. Je suis Madame Benuste, j'ai 94 ans, c'est vous qui avez bâti la première maison que vous ayez faite, c'est vous qui l'avez faite. J'ai entendu parler de vous à la radio, alors je vous écris pour vous dire bonjour. Cette petite maison m'a donné un mal incroyable, et en particulier la fenêtre des WC qui n'arrivait pas à se mettre d'accord avec les autres, n'est-ce pas? Et ça a été une histoire considérable. Je me souviens même, nous portions un soir pour aller au cirque d'hiver, et tout à coup, dans l'ascenseur, j'ai dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé. C'était une fenêtre de WC qui était capitale dans mon affaire. Parce qu'autrement, c'était une fenêtre qui était disparate. Alors, ma fenêtre a été faite dans l'unité de l'ensemble. Ça a l'air de rigolo de dire des sottises pareilles, mais c'est capital, c'est la réalité même. Temporal est venu me demander au nom du salon d'automne de participer à l'exposition d'urbanisme. C'était la première exposition d'urbanisme en France. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que l'urbanisme? Eh bien, l'urbanisme, c'est la rue, c'est les boutiques, les devantures, les enseignes, tout au plus on peut même admettre que c'est le corridor qui va jusqu'à la cage d'escalier, le pommeau de la cage d'escalier dans la maison. Alors je lui ai dit, bon, ben moi je vais vous faire une fontaine, une grande fontaine monumentale, et derrière, j'aurai une ville de 3 millions d'habitants. Et la petite blague que je lui ai jouée, c'est que j'ai pas fait la fontaine, mais j'ai fait l'étude théorique d'une ville contemporaine de 3 millions d'habitants, une étude complètement coordonnée et fondamentale, dont toutes les bases sont valables, même aujourd'hui, dans l'urbanisme des temps modernes, dans toutes les villes. Ça m'a valu de Léandre Vaillat ce mot admirable, qui, passant là-devant, il a dit la droite est allemande et la courbe est française en parlant d'urbanisme. J'ai apprécié la sagesse du verdict. Le soleil d'abord. Le nord. L'est et l'ouest. Jamais d'appartements au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème apporté à la solution de l'automobile, séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades
pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis, des terrains de sport, un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball, puis les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers, au-dessous des maisons, des chemins de promenade, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. J'ai été émoustillé la première fois à la Chartreuse d'Aima, en Toscane, où j'ai vu organiser magnifiquement, mais pour le silence, là, pour la méditation, les problèmes de l'individu le plus total et de la collectivité la plus harmonieuse. J'ai toujours senti qu'il y avait un binôme dans lequel s'inscrivait la possibilité d'une harmonie. Et j'ai cherché, dès mes débuts, à faire des villes qui comprissent précisément la solution à ce binôme, la réponse à ce binôme, permettant alors de plus l'intervention des conditions de nature. Tout ça se tient, c'est une immense symphonie qu'il faut jouer, c'est pas facile, c'est compliqué, mais les techniques modernes permettent d'y répondre parfaitement. Le problème qui est en vue est celui de la maîtresse de maison. Eh bien, dès qu'il y a 300 maîtresses de maison sous la main, si vous les mettez ensemble, vous leur assurez à chacune l'isolation, la solitude et le non-voisinage, si paradoxal que ceci puisse paraître, n'est-ce pas? Et je l'affirme, ils auront la solitude, la possibilité des services communs, du gardiennage d'enfants, des maternelles, des clubs de jeunesse, du marché de l'alimentation à domicile. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous entendez libérer la maîtresse de maison de ses charges? Si vous faites une unité d'habitation sous forme de 350 maisonnettes disposées dans des jardins, vous n'arriverez pas à réaliser la synthèse et le synchronisme des opérations quotidiennes qui se font à l'intérieur d'une journée solaire de 24 heures. Mais si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres d'une certaine manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes les distances, à économiser les distances, à les supprimer et à permettre la réalisation des fonctions qui s'opèrent et qui doivent s'opérer heure après heure, minute après minute, et qui constituent ce qu'on appelle la vie domestique. Les charges ménagères commencent au ravitaillement qui se trouve réalisé par la coopérative de ravitaillement, laquelle est située au cœur du bâtiment. Ensuite, et c'est là que l'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, l'orientation absolument optime pour chaque logis, pour chaque endroit du logis, puis ensuite d'avoir l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres des banlieues, et la verdure, phénomène également mis à disposition autour même de la maison grâce au groupement.
Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le pont de verre des immeubles modernes. L'œil de cet homme. Je place le soleil. Je place l'espace, les arbres. C'est fini. Le logis est conditionné. Je multiplie. Je installe tout l'édifice sur pilotis. Les pilotis permettent dorénavant aux habitants de la ville de passer sous les maisons, aux rues et aux autostrades d'y passer également. La musique se développe au cours du temps, n'est-ce pas? Et l'architecture se développe également. C'est la même sorte d'événement qui se passe dans le temps et l'espace. Car l'architecture ne se voit pas d'une fois, elle se voit en la parcourant, en se tournant. Les hommes ont les yeux devant et non pas autour de la tête, n'est-ce pas? Et qu'ils ont les yeux 1,60 m au-dessus du sol à peu près. Et que c'est péremptoire pour considérer les œuvres de l'architecture. Et que c'est ça la clé qui sert à faire des œuvres architecturales. Quand vous le concevez, il faut penser qu'on tournera tout autour. Mais pour réaliser ces bâtiments, je crois que vous avez été un des premiers à concevoir la nécessité d'industrialiser les différents corps de métier. Depuis longtemps, la vue du Parthénon en Grèce avait éveillé en moi le goût de la perfection. Et cette perfection, je l'ai discernée dans notre civilisation moderne comme étant apportée automatiquement par le machinisme. Le machinisme n'étant pas un épouvantail et un facteur de laideur, mais au contraire étant un outil extraordinaire de perfection. Le tout est de conduire la perfection vers ses fins de nature harmonieuse, je dirais pas esthétique, mais enfin harmonieuse. Alors la perfection, vient du standard, c'est un mot affreux qui a encore m'a valu toutes sortes d'insultes et de reproches. On a dit veut faire des standards, mais bien sûr, le temple grec est un standard, les madones de la Renaissance ou gothique sont des standards, et les byzantines aussi. Toute la pensée humaine agit sur des standards, c'est-à-dire cherche à se préciser sur des thèmes essentiels, choisis, enfin mis au point, et qui permettent une mise au point incessante, au lieu de divaguer dans toutes les directions, et dans la cacophonie. Le standard conduit à la perfection, c'est la chose que je me suis permis d'affirmer, et le standard, c'est donc de reconnaître des éléments permanents dans des choses. Et c'est la recherche de ces éléments permanents nous met en travers de la route l'homme, la présence humaine. Et ça, c'est encore un phénomène révolutionnaire d'oser prétendre que les choses, que nos agissements sont destinés aux hommes. Elles avaient parfaitement échappé, elles échappent parfaitement actuellement à notre emprise dans le monde entier. Nous sommes dans l'âge des robots et tout mon travail était au contraire d'humaniser les choses et de les mettre à l'échelle humaine. Alors parlant standard, production en série et mass production pour que tout le monde en ait son compte, n'est-ce pas? J'ai été conduit à rechercher au cours de ma vie des mesures de nature harmonique et d'essence mathématique. Et c'est encore un mot épouvantable, ça tue la poésie, paraît-il, alors que c'est l'essence même de la poésie.
Bien, Jonas. Là, voilà. Adresse la parole à ton chef. Prends Jonas sur tes bras et puis dis-lui du boniment. Viens, Jonas. Viens ici, viens. Il est là? Arrête comment tu le pris quand même. Allez. Gueule, hein. Ronronne. Ça crie pas les chats. Non, c'est muet. Alors attention à ta tasse. Ouais. Alors. Il va peut-être pas boire du thé. Alors tout ira bien. Je te raconte, Non, hein. il va te prendre ta tasse, tu verras. Ouais, tu crois? Oui. Non, ça va, non. Il ne boit pas, il ne mange pas, il est inquiétant. Oui, la petite mère, ben voilà. Bon, sur ces entrefaites obligatoires. Merci, j'en ai assez.